Ok, nickel. C'est notre stack. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je suis désolé, on va arrêter les questions et on va passer à la dernière communication. Ça marche. Euh, Merci à tous. Merci encore pour ces présentations. Donc, on va donner la parole à Mohamed Chelali, qui est chercheur postdoctoral en vision par ordinateur et intelligence artificielle au sein de l'ANR iVision, pour nous présenter une communication sur archives en haute définition, IA et humanité numérique pour déverrouiller les trésors photographiques. Et Mohamed, je te donne la parole. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfait. Nickel. Hop. Alors, comme, comme on vous l'a annoncé, je suis chercheur postdoctoral et aujourd'hui, je voulais vous présenter globalement le projet iVision. Bon, je vous mets ce petit QR code que je vous remettrai à la fin afin que vous puissiez directement accéder à la page de ce projet. Et là, je vous ai aussi mis une image issue de la collection que nous traitons actuellement afin que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblent les images que nous sommes en train d'analyser et de traiter. Alors, le projet iVision a rassemblé plusieurs soit équipes de recherche, soit administration nationale, dont les archives nationales, le service historique de la défense, euh, l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, la bibliothèque historique de la ville de Paris, et trois laboratoires qui sont Échelle, le LIPAD et le LIPSIS. Alors, dans ce projet, il est constitué de plusieurs équipes qui sont soit des spécialistes en SHS et archives, des spécialistes en vision par ordinateur, deux contrats doctoraux, dont un qui a déjà été signé, qui va commencer en novembre, et un autre dans lequel le processus de recrutement est toujours en cours, un postdoc que j'occupe actuellement, et des stagiaires, bien sûr, pour éventuellement essayer de voir les différentes pistes que nous pouvons euh, analyser et traiter. Alors, dans ce projet, le but est d'analyser des anciens corpus d'images comme Forbin, Bay News, Agence Roll et les autres que vous pouvez voir. Mais là, en ce moment, nous nous focalisons beaucoup plus sur le corpus Forbin que je vais vous présenter dans la suite de la présentation. Alors, concernant ce corpus de Forbin, ce dernier, il a été retrouvé dans l'ancien appartement de Victor Forbin, ou maison, je me souviens plus, désolé. Et sa maison a été achetée par une certaine Michelle Rumpf, qui en a fait don au SHD. Et au sein du SHD, toute cette archive-là, il a été conservé dans son état et même côté rangement, archivage et tout le reste. Et maintenant, toute cette archive est au château de Vincennes, que vous pouvez aller voir de manière publique. Il faut juste prendre rendez-vous. Alors, maintenant, l'archivage de toute cette collection d'images est, comme vous pouvez le voir sur cette figure-là. Donc, il y a des cartons, au sein de chaque carton, il y a différentes enveloppes et ainsi de suite. Là, je vous donne un peu plus de détails sur la façon dont il a été archivé. Chaque boîte contient les images d'un pays ou d'une région. Et dans chaque boîte, il y a plusieurs enveloppes dans lesquelles on trouve des pochettes. Chaque pochette a un label sur le thème des images. Et une enveloppe, vu qu'elle contient plusieurs pochettes, donc on a juste étiqueté chaque enveloppe par l'ensemble des thèmes des pochettes. Et une fois que cette collection a été numérisée, les images sont enregistrées dans des dossiers comme dans les archives. Et pour conserver les métadonnées de ces derniers, enfin, les gens qui ont numérisé la collection, ils ont créé un fichier tabulaire dans lequel ils ont conservé tous les labels des différentes thématiques, les régions et les informations nécessaires de cette collection-là. Là, je vous illustre quelques exemples de ces images-là, à quoi elles ressemblent, sachant que les deux
côté des images en recto verso qui ont été numérisées. Le recto, ça contient le côté visuel et le verso, parfois il y a des légendes et beaucoup de fois il y en a rien. Alors, toute cette collection de données, c'est des données complexes à analyser, surtout le verso de ces images-là qui contient une fois à la légende et d'autres annotations. Souvent, c'est des annotations d'édition pour que les journaux de presse puissent éditer avant de publier l'image. Je vous illustre ici un exemple où il y a un soldat africain avec une arme sur sa tête et nous voyons aussi le cercle qui délimite la zone à conserver seulement pour lors de la publication de cette image dans un journal de presse. Ici aussi, c'est une autre image où nous voyons, enfin, moi personnellement, quand je vois cette image, je vois bel et bien qu'elle a été éditée où il y a eu de la peinture qui a été mise sur, par exemple, les vêtements des gens afin de donner un peu de contraste. Euh, et comme ça, lors de son utilisation pour la publication, il y aura plus de contraste au niveau des personnes qu'au niveau de l'arrière-plan. Ici aussi, cette image, comme vous pouvez le voir, elle a été utilisée dans plusieurs journaux et chacun des journaux l'a modifiée à sa manière afin de donner sa propre perspective de vue et les régions qu'ils veulent beaucoup plus détailler dans les articles. Et globalement, le projet iVision a pour but d'identifier déjà les images qui ont été utilisées dans les différents journaux de presse. Dans cet exemple-là, c'est un journal qui a été extrait de Gallica. Et comme vous pouvez le voir, il y a une image qui a été identifiée. Et le but, c'est de faire la même chose avec toutes les autres images du fond. Plus généralement, ce projet, il reste assez vaste. Euh, Nous pouvons faire de l'OCR sur les versos de ces images afin d'extraire les différentes légendes qui ont été écrites soit à la main, soit au manuscrit. On peut aussi appliquer la même chose, enfin, l'OCR sur les journaux de presse afin d'en extraire les légendes. Et il faut aussi, d'un autre côté, analyser les journaux de presse pour extraire ou analyser la mise en page de manière générale et puis extraire les images qu'on y trouve. Et ces images-là, on peut leur générer des légendes via un VLM, un modèle vision langage. Et comme tout projet, on nécessite un peu d'annotation afin de réentraîner ou entraîner à zéro un modèle qu'on développe. On peut aussi faire de la reconnaissance des dégradations de ces images afin de voir si ces images-là, elles ont subi pas mal de dégradations ou diverses dégradations qu'on pourrait soit identifier à l'œil, soit qui restent difficiles à identifier à l'œil, telles que les différentes peintures que je vous ai illustrées tout à l'heure, parce que parfois, elles sont pas visibles à l'œil nu. Et pour finir, le but principal, c'est d'associer ces deux images afin d'identifier l'image qui a été publiée et par la suite d'enrichir les métadonnées de ces images-là. Maintenant, je vais vous parler de l'annotation des données. Alors, dans notre cas, le but, c'est d'essayer d'analyser ces photographies afin de voir si elles ont été publiées ou pas. Bien sûr, enrichir ces métadonnées-là. Pourquoi dire mais enrichir métadonnées-là? C'est-à-dire dans quel journal elles ont été publiées. euh, L'article en soi, il parle de quelle thématique? Est-ce que ça parle de la même thématique que nous avons ou autre chose? Euh, Reconstituer aussi leur circulation dans la presse et principalement créer un jeu de données sur lequel nous pouvons entraîner nos modèles. Dans notre cas, ce que nous avons extrait comme métadonnées initiales ou annotées, c'est souvent le titre, soit de l'article, soit le titre du verso qu'on trouve sur l'image, la légende bien sûr, la date de prise, parfois on la trouve sur les différents tampons qu'on trouve au verso des images, parfois on la récupère directement du journal. La localisation, on l'a déjà parce que
vu que l'archivage est mis dans des cartons et chaque carton est localisé dans un pays ou dans une région, donc nous avons facilement la localisation. Le tampon du journal, soit Victor Forbin, soit Daily Mirror, soit Excelsior, etc. Les différentes dégradations, ces derniers, nous avons fait via un stage toute une analyse pour identifier les différentes dégradations et ainsi nous les avons utilisées pour étiqueter notre base de données. Les retouches, parfois on voit des retouches à l'arrière-plan ou au verso de ces images-là pour voir les régions que la presse va utiliser. Donc, nous avons aussi gardé cette information-là. Et pour finir, la circulation, si on arrive à trouver dans quel journal l'image a été publiée. Principalement, nous avons utilisé la plateforme ArcIndex pour annoter ces données-là. Comme vous pouvez le voir sur la figure à droite, en haut, euh, le verso a été étiqueté de différentes manières. On peut trouver le titre qui est la boîte bleue, la légende qui est la boîte verte, et la boîte mauve représente le tampon de la presse qui a soit acheté l'image, soit qui l'a prise. Et bien sûr, nous avons ajouté à cela la transcription, une transcription manuelle et non pas via un modèle, obtenue via un modèle, pour qu'on puisse évaluer les différents résultats des différents modèles que nous avons utilisés. Concernant maintenant la transcription des versos. Quand on voit l'état de l'art, on peut trouver déjà différents modèles, mais avant de passer à l'état de l'art, on va parler d'abord des différentes images auxquelles nous faisons face. Tout d'abord, il y a des images sur lesquelles on peut trouver une écriture tapuscrite et une autre écriture manuscrite. Et pour finir, l'image tout à droite sur laquelle on peut trouver différents types d'annotations qui vont soit être utiles ou non pas utiles. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois du texte pour annoter, pour éditer l'image, reste souvent inutile pour l'identification de la circulation. Alors, dans ce cas de figure, ce texte-là, il reste du charabia pour nous. Donc, est-ce qu'on va le garder, est-ce qu'on va le traiter? On n'a pas encore la réponse à cela, mais ça reste. Mais une fois que nous obtenons les résultats de cette ossérisation, nous allons quand même la garder et l'analyser plus tard. Quand nous regardons un petit peu l'état de l'art, deux modèles ont été sélectionnés dans notre cas. Le premier il s'appelle Dipsolo++. Ce dernier, il va non pas détecter des paragraphes et des phrases, mais il va plutôt détecter des mots. Et chaque mot, il est par la suite transcrit aussi. Le deuxième modèle, il s'appelle Monkey OCR. Ce dernier, il va analyser la mise en page de manière globale, essayer de détecter différentes régions via un YOLO. Ces régions-là, c'est soit du texte, soit une image, soit un titre, soit un tableau. Et par la suite, il va être transcrit avec un modèle de langue génératif. Les résultats obtenus avec Dipsolo, sachant qu'il a été fine-tuné sur un dataset synthétique, et ce dataset, comment il a été créé, nous avons pris quelques arrière-plans dans lesquels il n'y avait pas une légende. Nous y avons rajouté du texte nous-mêmes avec différents types de polices et nous l'avons fine-tuné sur ces mots parce que vu notre annotation, nous n'avons pas une annotation au niveau mots et lui, il est conçu pour détecter les mots. Une fois que le modèle est fine-tuné, nous remarquons je vous présente les résultats que vous pouvez voir à gauche. Nous avons une bonne détection sur cette image, mais sur d'autres images, il zappe pas mal de mots et donc c'est très difficile de par la suite reconstruire les paragraphes. Sachant qu'il faut aussi essayer de reconstruire les titres, les légendes et les tampons tels que nous les avons annotés nous-mêmes. Par contre, Monkey OCR, vu que lui, il fait de la détection, dans l'exemple qui est au milieu, la détection a été parfaite et la transcription est aussi parfaite. Mais par contre, sur pas mal d'images, il ne détecte aucune zone, il considère toute l'image comme une zone d'intérêt qu'il va ensuite transcrire, sachant que la transcription marche super bien.
Nous avons effectué aussi une évaluation des résultats de Monkey OCR, vu qu'il arrive quand même à transcrire ce qu'il doit transcrire. En termes de détection, ces scores sont assez bas. Pourquoi? Parce que dans beaucoup d'images, il ne détecte pas le texte, mais il considère toute l'image comme une zone d'intérêt. Mais concernant les scores de transcription, deux évaluations ont été faites. Une fois, on a essayé d'abord de matcher les boîtes avec les boîtes de la vérité terrain avec les boîtes qu'il a détectées. Et puis, nous avons essayé de calculer différents scores. Le premier, c'est l'exact match où le score il est assez bas. Pourquoi? Parce que lui, parfois, il détecte une seule zone. Et nous, vu que nous avons différentes façons d'annoter l'image, titre, légende, et pour lui, ça c'est qu'une seule région. Donc, l'exact match, il va être trop bas. Et pareil pour le score L ou le score bleu. Bert, pardon. Mais par contre, si on va fusionner tout le texte de nos annotations en un seul bloc et essayer de faire la même évaluation, l'exact match, il est toujours aussi bas parce que parfois les caractères ne sont pas similaires ou parfois il saute une virgule ou il rajoute quelques ponctuations. Mais par contre, le score rouge et le score vert, ils augmentent radicalement. Et le BERT score, il a augmenté jusqu'à 74%, ce qui est une bonne chose. Ça veut dire que la qualité de la transcription reste assez bonne pour les futures recherches que nous allons faire. Je passe maintenant à l'analyse de la mise en page des journaux. Cette partie, elle n'a pas trop été explorée pour l'instant, mais quand même, nous avons d'abord fait une analyse des différents journaux auxquels nous nous confrontons. Par exemple, ici, il y a un extrait d'un Excelsior où la mise en page est constituée d'un titre, une image, une légende et un court article. Du même journal, une autre façon de mettre la mise en page où il y a une grande figure avec des sous-figures et au sein de chaque sous-figure, il y a un index et dans la légende, il y a une seule légende dans laquelle on trouve la, la sous-légende, on va dire, de chacune de ces sous-images. Un autre exemple aussi du même journal ou dans lequel nous allons avoir une mise en page très complexe pour les modèles d'IA, où il y a des différents portraits et au-dessus de chaque portrait, il y a le titre d'un pilote d'avion avec une légende globale. Mais cette fois-ci, il faut arriver à mettre le lien entre la légende globale et ces portraits-là seulement via le nom des personnes-là. Donc, nous faisons face à une mise en page assez variée avec surtout Excelsior. Et nous avons testé différents modèles. Le premier modèle, il s'appelle Layout Parser. Ce dernier, il va détecter les titres et les photos sur ce journal-là, mais quand même sur les photos, il va inclure la légende. Donc, il faudrait faire une deuxième passe pour détecter que l'image et détecter que la légende. La plateforme Icon aussi, leur modèle de détection d'image, il fonctionne assez bien, mais quand même, dans ce cas de figure, nous allons perdre la légende de cette image. Il y a aussi Arcanum qui est une solution payante, mais qui donne des résultats assez performants. Et le but, c'est d'essayer de trouver ou de développer un modèle qui peut atteindre, voire dépasser leur qualité de résultat. Je passe maintenant à la génération de légendes. Concernant la génération de légendes, dans ce cas de figure, le but c'est de donner une image en entrée et d'avoir un texte en sortie. Il y a plusieurs modèles qui combinent texte-image comme Clip ou Flava et ces derniers ils vont prendre les paires image-texte et essayer de rapprocher leur représentation latente afin que le modèle considère que cette image est similaire à ce texte-là. Mais dans notre base de données, nous n'avons pas une légende pour toutes ces images-là. Donc, pour nous allons seulement utiliser que la partie vision pour regrouper tout d'abord les images qui se ressemblent. Et ainsi, on pourrait affecter la même légende à toutes ces images-là. Dans ce cas de figure, nous avons utilisé le modèle Clip côté vision et le modèle Flava.
Et pour regrouper les images, trois différentes méthodes ont été utilisées, soit par coupure de d'endogramme, l'algorithme Camise et la mixture gaussienne. Et dans ce tableau-là, nous avons calculé un score de similarité sur les images de chacun des centroïdes, où c'est la coupure de d'endogramme avec le modèle Flava qui donne les meilleurs scores avec les trois méthodes de regroupement. Et la suite de cette étude, c'est d'utiliser le modèle BLIP2, où le but, c'est ne pas fine-tuner le modèle de langue ni le modèle vision, mais seulement le QFormer qui est une couche qui va faire apprendre un vecteur latent quelle région quelles sont les composantes de l'image qui sont très intéressantes pour nous pour donner une meilleure légende de ce dernier. Maintenant, concernant l'association des photos. Quand on dit association des photos, généralement, on essaie de voir si deux photos sont similaires ou pas. Et ce, même après avoir eu une certaine modification, soit des couleurs, soit recadrer l'image et autres types de transformations. Si on prend un modèle entraîné, par exemple, sur ImageNet et qu'on affiche directement dans un dans une sous-représentation 2D, ces trois images, par exemple, on va voir l'image 1 et l'image 2 et l'image 3, euh, une grande distance entre elles. Mais par contre, si on optimise ce modèle-là avec une certaine configuration en lui disant rapproche ces deux images et éloigne la troisième, et quand on fait la même visualisation, on va voir que l'image 1 et l'image 2 vont se rapprocher et la troisième, elle est quand même un petit peu éloignée. Pour ce faire, nous avons utilisé un modèle qui s'appelle SimClear, auquel nous lui donnons une image et sur cette image, nous avons appliqué deux augmentations différentes. Une fois que c'est fait, nous passons cette même image, enfin, les images résultantes au même modèle pour essayer de lui dire, rapproche-moi ces deux imagettes-là. Une fois que c'est fait, euh, enfin, le modèle sera optimisé à rapprocher ou à reconnaître si les deux images sont similaires ou pas. Comme type d'augmentation, en image classique, on trouve soit crop, soit rajouter du bruit, soit changer les couleurs, cropper une partie de l'image et bien sûr les différentes rotations. Mais dans notre configuration, nous, vu qu'on traite des images historiques, ces augmentations-là, ils vont pas avoir un grand impact. Pour cela, nous avons implémenté d'autres types de dégradation, dites artificielles, mais qu'on visualise souvent sur des images très anciennes, telles que le papier froissé, papier plié, le format de livre, une image coupée en deux, et bien sûr les différents changements de couleur. D'autres types aussi d'augmentation, c'est au moment où on va publier une image dans un journal de presse, souvent on la modifie un petit peu, on la croppe, on rajoute une image d'une autre personne. On, on- on- on essaie de simuler ce qu'on voit généralement sur les journaux de presse. Une fois que c'est fait, nous avons entraîné le modèle avec ces deux différents types d'augmentation, dites classiques et dégradation ou artificielle. Nous voyons que si on n'utilise que les augmentations classiques, le modèle il ne s'améliore pas du tout. Mais par contre, si on utilise nos dégradations à nous, le modèle commence à mieux les appréhender et arrive à mieux dire que ces deux images-là sont similaires ou pas. Alors, concernant le nombre de dégradations, nous avons essayé de voir est-ce que ce que nous avons implémenté est utile pour le modèle ou pas. Pour cela, nous avons à chaque fois utilisé un certain nombre de dégradations seulement pour voir si le modèle arrive à mieux généraliser. Et en n'utilisant que 20,
Bien sûr, les vins ont été sélectionnés selon leur identification dans un petit jeu de données étiqueté à la main. Et nous avons trié ces 20 dégradations-là pour dire que enfin, nous avons 5 les plus utilisés, les 10 les plus utilisés, les 20 les plus utilisés, les 27 les plus utilisés. Nous remarquons que le modèle donne de meilleurs résultats. Il arrive à mieux généraliser qu'on utilise les 20 dégradations les plus visibles dans la base de données. Pour conclure, dans ce projet-là, il y a différentes choses à faire et différents challenges qu'on pourrait aussi mettre en évidence, tels que la transcription de texte, l'analyse de la mise en page des journaux, la génération de légendes et l'association des photographies. Et qu'en perspective, vu que moi je travaille principalement en ce moment sur la transcription de texte, c'est-à-dire l'OCR, j'essaie d'optimiser le modèle de Deep Solo afin qu'il puisse détecter des paragraphes et non pas des mots. Euh, Et il sera beaucoup mieux adapté dans notre cas de figure. Et aussi intégrer de la détection des marques éditoriales au sein de ce même modèle, parce que c'est quelque chose qui est très judicieux à prendre en considération. Si, si une image a été éditée, ça veut dire qu'elle a été publiée. Et bien sûr, investiguer sur les VLM, les modèles vision langage, pour la détection, la transcription et description. Merci pour votre attention.